La physique quantique est une discipline scientifique abstraite que je ne vais pas tenter de vous expliquer ici. Ce que je peux vous dire, c'est que pour des raisons tout aussi abstraites, le monde scientifique est un monde masculin. Dès la seconde, quand il faut décider de leur orientation, les filles choisissent davantage des filières littéraires ou sociales que les garçons. Dans l'enseignement supérieur ensuite, les femmes sont plus présentes en biologie ou en chimie que dans les autres disciplines scientifiques. C'est une des raisons qui a fait qu'Anna a mis du temps avant de se sentir légitime dans son domaine. Anna est ingénieure quantique. Elle est passionnée par la physique et ses disciplines en constante évolution. Anna est passionnée par beaucoup d'autres choses. Le climat, l'écologie, le féminisme, le social. Mais voilà, ces causes pour lesquelles elle s'engage ne sont pas compatibles avec la physique quantique et inversement. Comme beaucoup d'autres jeunes diplômés, comme moi, Anna se retrouve face à un dilemme. Devoir choisir entre ses engagements politiques et son avenir professionnel. Vous avez sûrement dû voir le discours des étudiants et étudiantes diplômés d'AgroParisTech en 2022 qui décident de déserter, de bifurquer, de ne pas suivre le chemin que leur école ou leurs études ont tracé pour eux. Au moment où on a enregistré cet épisode, Anna était en plein questionnement face à son avenir dans la physique quantique. Quelques semaines plus tard, le premier épisode de son propre podcast réalisé avec son amie Juliette, ingénieure agronome, sortait. Gaillarde, c'est la rencontre de ces deux ingénieurs engagés et écoféministes avec des paysannes, des maraîchères ou des éleveuses de porcs. En plus de toutes ces questions, on a abordé avec Anna le sujet de l'apparence féminine, puisqu'elle s'est doucement transformée, sans s'en rendre compte, au moment de débuter sa carrière. Alors ensemble, on a parlé de physique quantique, de médiocrité, d'ongles manucurés et de remise en question. Bonne écoute. On nous a répété toute notre vie que les femmes elles peuvent pas faire ça, les femmes elles peuvent pas faire ci. Mais en fait on peut tout faire. Bienvenue dans Leur Vestiaire, le podcast qui met la lumière sur ces femmes aux métiers masculins. Vous ne les voyez peut-être pas sur les chantiers, aux commandes d'un avion ou en patrouille dans la ville. Pourtant, ces femmes qui ont choisi de porter, d'enfiler ces métiers d'hommes, elles sont là. Et elles ont des choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Je suis là, je bougerai pas, donc tenez-vous prêts. Épisode 8, Anna, ingénieure quantique. Je vais commencer par te demander de te présenter en me disant ton prénom, ton âge et le métier que tu fais. Alors moi c'est Anna, j'ai 25 ans et depuis 2 ans je suis ingénieure quantique. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste, parce que c'est un peu complexe. Oui, même le terme est très vaste. Je suis pas quantique en tant qu'ingénieure, je suis ingénieure en physique quantique. En fait, je travaille dans une start-up, pour être précis, qui construit un ordinateur quantique. Donc on est au stade de recherche, tout ce qui est en physique quantique, c'est de la physique fondamentale, donc c'est de la recherche et développement, c'est de la R&D. Donc moi je suis dans un grand labo avec des grandes machines qui ressemblent vraiment à des navettes spatiales. Et voilà, donc on a un objectif de construire un ordinateur quantique. Et moi je suis sur la partie qui s'appelle... mon équipe s'appelle infrastructure, mais concrètement, je sais pas quel niveau de détail on veut sur mon activité au quotidien, mais parce que je peux partir très loin dans l'explication de ce que c'est. Pense à peut-être une explication qui serait compréhensible de un peu tout le monde. Ouais. Concrètement, tes journées, ça se passe comment ? Tu parlais de laboratoire, mais tu fais de la physique, tu manipules pas des... Ouais, mais c'est un laboratoire de physique. Et comme dans la recherche en physique expérimentale, en tout cas c'est de la physique expérimentale. C'est vrai qu'on imagine souvent la physique comme des mathématiques, où c'est que de la théorie. Non, en l'occurrence, même en physique quantique, on fait beaucoup d'expérimentations, vu qu'on construit carrément une machine. Et il y a beaucoup d'enjeux scientifiques et de progrès, puisque en fait notre machine elle est basée sur des matériaux supraconducteurs. Donc c'est des matériaux qui fonctionnent, qui ont les bonnes propriétés qu'on veut, à des températures super basses, donc 0 absolu, donc en degrés Celsius c'est moins 73 degrés. Donc on a des énormes cryostats
Ça ressemble pas aux frigos qui sont dans vos cuisines. C'est des grosses machines qui font 2 mètres cubes, qui sont plaquées en cuivre, en aluminium, en or. Donc c'est vraiment comme dans les navettes spatiales. C'est la même chose. Et donc il y a tout un process à améliorer. Et ces machines-là sont câblées avec des racks électroniques. Donc la base de l'ordinateur, c'est une petite puce qui fait 1 centimètre sur 1 centimètre, sur lequel il y a un circuit qui est dessiné. Déjà, qu'est-ce qu'on construit ? On construit un ordinateur quantique. Donc l'intérêt, c'est que c'est une machine qui est beaucoup plus puissante qu'un ordinateur classique et qui pourra répondre à des problèmes auxquels on ne peut pas répondre aujourd'hui. Et donc, comme un ordinateur classique, qui fonctionne avec des bits qui valent soit 0, soit 1, là, on va avoir des mêmes briques, sauf que ça s'appelle des quantum bits, enfin des qubits, et qui peuvent valoir 0 et 1 de manière superposée. Donc c'est plein d'états superposés. Donc c'est la pierre de base de l'aspect quantique. Et cette information-là, elle est encodée sur une petite puce, voilà, qui fait 1 centimètre sur 1 centimètre. Et là, il y a un circuit qui est gravé avec des détails qui sont nanométriques, donc minuscules. Donc il y a plein d'enjeux. Donc d'un côté, on a des aspects macroscopiques de faire fonctionner des machines, d'énormes cryostats qui fonctionnent à l'hélium, de toujours les améliorer, qui sont branchés à des racks électroniques, parce que ces puces, on les met au fond des frigos, et il y a toute une série de câblages et de trucs délirants, d'immenses racks avec plein de boutons lumineux qu'il faut faire marcher aussi. Et donc voilà, moi mon travail c'est, depuis l'arrivée de la puce, il faut qu'elle aille jusqu'au frigo et qu'on puisse la mesurer. Et du coup ça englobe beaucoup d'aspects, que ce soit de nanofabrication, de cryogénie. Et en plus, il y a le dernier aspect je mesure aussi les puces, donc il y a toute une partie purement de physique quantique. Ok. Donc un tiers de mon temps, je suis derrière un ordi. Je fais du code, je fais du Python, j'envoie des mesures. Un tiers de mon temps, je suis en réunion, je pense. Je suis en réunion pour faire marcher l'entreprise, je pense. Et on est tous sans cesse en discussion, en fait. Il y a toujours des choses à améliorer, à réfléchir. Ça va très vite. On a grandi le labo, il y a beaucoup de choses à organiser. Et l'autre tiers, je suis dans le laboratoire. Donc, soit je fais des tests sur les machines, que ce soit la découpe des puces, que ce soit le nettoyage des puces, que ce soit sur les cryostats. Je câble des racks, voilà. Ok. Et ça fait longtemps que tu fais ce métier ? Ça fait 1 an et demi que je fais ce métier. Oui, ça fait 1 an et demi. Et est-ce que tu penses qu'on peut dire que c'est un métier d'homme ? Alors, on peut dire que c'est un métier d'homme, oui. La physique, encore plus la physique fondamentale, la physique de manière générale, est très peu féminisée, à l'inverse de la chimie et la biologie, où maintenant il y a beaucoup de femmes, et c'est tant mieux. En physique, il y en a toujours pas beaucoup. On est en physique quantique à peu près 10%, donc c'est pas énorme, vraiment pas. Et c'est surtout, là je sais pas, j'ai pas de stats, mais de ce que je vois, en tout cas rien que moi dans mon entreprise, on est beaucoup de jeunes femmes, enfin beaucoup. On est 4 ou 5. Sur combien ? On est 50 en R&D, 55. En englobant les thésards et thésardes, là, il y a 2 filles en plus, et là, on va être plutôt 60, ouais. Ok. Donc non, on n'est pas beaucoup. Et il y en a aucune qui gère des équipes, quoi. On est toutes juniors, ou non, il y en a une qui n'est pas junior, mais il n'y en a qu'une seule. Mais qui ne gère pas d'équipe non plus. Donc il y avait cet aspect-là on est en bas de la chaîne un peu. Ouais. Et à l'école, vous étiez plus de filles que dans ton entreprise ? Non. Alors moi, j'ai eu la chance de faire une école où on faisait aussi de la biologie et de la chimie. Et en fait, c'est assez impressionnant de voir qu'à la fin du parcours, la dernière année, on choisit en quoi on se spécialise. Et en physique, il n'y a plus personne. Il y a que des garçons. Ouais. Et en dernière année, on fait un master spécialisé que moi, je n'ai pas voulu faire parce que j'hésitais à faire une thèse ou pas. Et aussi pour ces questions-là, en fin de 3e année. Enfin, l'école est en 4 ans. Et en fin de 3e année, je me suis spécialisée en ingénierie quantique. Et je n'ai pas voulu faire le master spécialisé en 4e année parce que je n'étais pas convaincue encore complètement. Et aussi parce que mon tout dernier stage, là, j'étais vraiment la seule dans un labo. Où là,
Sur 50, il y avait moi et une thésarde. Et là, c'était vraiment dur parce que là, sans que j'estime qu'on a de la chance, parce que les physiciens, je pense qu'ils sont trop occupés à être passionnés par la physique pour vraiment être sexistes. Donc heureusement, il n'y a pas de remarques comme j'avais pu déjà vivre dans d'autres secteurs, type le dev, en développement informatique. Il y a toujours Là, il y a des problèmes qui sont explicites. Mais en fait, même quand il n'y a pas de remarques ou de comportement, le simple fait d'être la seule femme, tu portes sur tes épaules le poids de la jambe féminine, quoi. Donc même si on te le dit pas, tu sais que si tu dis quelque chose de bien, c'est peut-être parce que t'es une femme. Si tu dis quelque chose de pas bien, c'est peut-être parce que t'es une femme. Et il y avait ce truc-là qui était très lourd, où je m'étais dit, en fait, peut-être que je peux pas vivre ça tout le temps. J'étais en grand questionnement féministe. Et du coup, à ce moment-là, j'ai fait autre chose. J'ai fait un autre diplôme d'ingénieur. Autre chose, pas tant que ça, mais je me suis diplômée en gestion et performance de l'entreprise. Mais voilà, après, je suis revenue dans la physique quantique pour aussi porter l'étendard des ingénieurs femmes qui font de la physique. Mais à ton avis, pourquoi il y a aussi peu de femmes qui font de la physique ? C'est une question qu'on se pose... que je me suis beaucoup posée aussi, surtout que maintenant il y en a beaucoup en chimie et en biologie, donc c'est aussi pourquoi la question de elles vont pas en physique. Un des premiers facteurs, c'est clairement la représentation. On n'en voit pas des physiciennes. Il y a aussi le syndrome de Marie Curie, je sais pas si... Non, je sais pas ce que c'est. Le syndrome de Marie Curie, c'est... souvent on nous dit, si, il y a des femmes, la preuve, il y a Marie Curie. Marie Curie, elle a eu 2 prix Nobel. En fait, c'est un syndrome qui fait qu'on te dit encore plus que si tu veux être une femme dans la science, en fait, t'as intérêt à être un putain de génie. Tu peux pas juste être un scientifique lambda ou médiocre ou médium comme la plupart des hommes. Enfin, c'est normal, puisqu'il n'y a pas que des génies. En fait, on a besoin aussi de physiciens et physiciennes qui font un travail quotidien sans avoir renouvelé la science au quotidien, quoi. Oui, bien sûr. Et il y a ce truc-là de... si, prends l'exemple de Marie Curie. Sauf que Marie Curie était incroyable. Mais on peut aussi avoir l'ambition d'être une physicienne lambda. Enfin, ouais, sans grande ambition. Et ça, on ne le dit pas. Non, si t'es là-dedans, t'as intérêt à être super forte. Ça, il faut que ce soit ta passion. Et du coup, c'est le cas de peu de personnes. Non, même, surtout que c'est des domaines où... tu comprends rien. Enfin, la physique, même quand c'est ton métier, c'est logique, c'est de la recherche, donc tu comprends pas ce que tu fais et tu mets beaucoup de temps. Donc rien pour être passionné par ça, il faut du temps et c'est pas des choses vers quoi tu vas parce que t'aimes ça dès le début. Enfin, parce qu'au début, tu sais pas ce que c'est, tu comprends rien. Donc t'es pas du tout encouragé à aller par là, surtout que tu vois que des hommes et qu'au début tu comprends rien. Donc en tant que femme, t'as le syndrome de l'imposteur aussi qui fait que tu te sens pas à ta place et tu sais que tu devrais pas être là. Donc comme les autres, tu comprends rien au début, mais toi tu penses que c'est parce que t'es une femme, donc tu t'en vas. Voilà. C'est un peu ce que j'ai fait au final aussi. Finalement, tu te rends compte qu'eux aussi, ils comprennent rien. Mais eux, c'est considéré comme normal. Ouais. Mais c'est vrai que les stats d'orientation professionnelle, enfin d'orientation scolaire, elles sont assez incroyables rien qu'au niveau à l'échelle du lycée, en fait, entre les L ou S, en fait, c'est fou. Et j'avais lu un livre à ce sujet-là. Les études montrent que en fait, les femmes sont plus fortes en mathématiques, sauf en géométrie dans l'espace. En fait, il y a plein de femmes qui ne peuvent pas visualiser la géométrie dans l'espace. J'en fais partie, c'est hyper handicapant. Okay. Je ne vois pas le cube. Je vois juste plein de traits qui se confondent et je vois pas un cube. C'est le dessin classique, là, filaire. Ouais. Et en fait, pour cette raison-là, qui fait quand même partie intégrante en fait, des mathématiques, y a plein de femmes qui se croient pas capables dans les compétences vraiment par rapport à des mecs qui vont se sentir capables tout de suite automatiquement, quoi. Ouais, même sans ça, ça commence très tôt. J'avais vu une autre étude où c'était sur des enfants de 6 ou 7 ans, je crois. Et en fait, il y avait 2 étapes. Et une, on leur disait pas que c'était une épreuve de mathématiques. Et en fait, les filles étaient plus fortes que les garçons. Et l'autre, on leur disait que c'était une épreuve de mathématiques. Et là, d'un coup, on se retrouvait à des mêmes niveaux. Il n'y avait pas un écart de fou, quoi. Mais oui, ça commence super tôt, cette espèce de truc où, en fait,
t'es fort en maths quand t'es un garçon et quand t'es une fille, tu l'es pas, quoi. Et ça a l'air hyper schématisé comme ça, mais c'est vraiment ce qui se passe, en fait. On se rend pas trop compte. Et là, c'est grave aussi ce qui se passe au niveau du... Là, tu parlais du bac S et L. Là, on a changé de format de bac. Et les nouveaux chiffres sont terrifiants. Parce que là, il faut choisir 2 matières maintenant. C'est plus... même moi, j'en fais partie. Je sais que je choisis S. Parce que mes frères ont fait S. Mes parents voulaient que je fasse S. Et puis c'était la voie qui ouvrait au plus de métiers. Filières. Ouais. Mais à l'époque, j'aimais pas du tout. Moi, j'ai découvert la physique et les maths en prépa, où j'ai vraiment été fan. Mais en seconde, t'es encore très jeune. Puis les études, c'est pas non plus le premier truc sur lequel tu te concentres. Et du coup, j'avais fait S comme ça, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, il faut en seconde choisir 3 matières. Et dans ces matières-là, il faut choisir mathématiques pour ensuite pouvoir faire prépa, quoi. Et pouvoir devenir ingénieur. Il y a aussi d'autres moyens de devenir ingénieur qu'en faisant prépa, mais pour l'instant, c'est la voie la plus empruntée. Et là, je crois qu'on s'attend à genre 20% en moins de femmes dans les prochaines générations d'ingénieurs, là. En France. C'est complètement affolant. Ouais. Mais je crois du coup qu'ils ont fait marche arrière avec les maths, ils sont de nouveau obligatoires. Oui, il y a un socle commun, ouais. Mais il y a quand même la question de la spécialité. Oui, bien sûr. Bah oui, enfin, moi, la première, je pense que je me serais jamais dit je vais choisir maths en spécialité en première. Enfin, jamais. J'étais pas assez un génie en maths en seconde pour pouvoir me dire ça. Et il faut pouvoir se dire je suis super forte. Sinon, si t'es pas super forte, pourquoi tu ferais tes maths? Et est-ce que tu peux me décrire ton vestiaire, comment tu t'habilles quand t'es au travail? Du coup, au travail, on a la chance, donc, sauf quand on manipule des produits chimiques pendant les nettoyages, où là, on doit avoir une blouse, comme les chimistes et les biologistes. Le reste du temps, on peut s'habiller comme on veut. Donc, il y a quand même un peu des règles de sécurité. Alors, nous, on est dans un laboratoire qui est quand même à petite échelle et qui n'est pas encore à l'échelle industrielle. Donc, les règles sont encore assez laxistes, sachant que c'est nous qui mettons les règles. Donc, c'est pas que j'aime bien jouer avec ça, mais je sais par exemple que sur le papier, ça n'a jamais été dit, mais c'est juste aussi de bonne foi. Tu n'as pas le droit de monter une échelle en talons, encore moins en talons aiguilles. Moi, depuis que j'ai commencé mon métier, et je pense au début c'était sans m'en rendre compte, je m'habille de façon beaucoup plus féminine. Donc avant, je portais pas tant que ça des talons. J'ai jamais fait mes ongles avant de commencer mon travail. Maintenant, c'est tout le temps. C'est systématique. J'ai toujours une French de couleurs différentes, avec des paillettes ou pas. Et après, j'ai toujours eu beaucoup de vêtements et beaucoup d'attrait et d'importance envers le vêtement. Mais c'était aussi un des gros problèmes au tout début. Donc quand j'avais parlé de ce stage, il y a presque 4 ans maintenant, où là j'étais la seule, en fait la question du vêtement elle était quotidienne, où en fait je mettais un temps fou à m'habiller le matin parce que j'avais l'impression que ça allait jouer sur ma crédibilité, et je pense que c'est vrai aussi, et donc je voulais pas m'habiller trop original parce que moi je m'habille avec beaucoup de motifs et de couleurs, et je voulais être habillée en même temps un peu moi et en même temps un peu différente parce que je suis pas non plus comme le reste des physiciens, donc montrer que j'ai quand même des distinctions, mais aussi pour vouloir faire partie du cercle, et c'était super dur, quoi. C'était un problème de tous les jours où là justement cette question est arrivée, là cette question des ongles. Je sais pas pourquoi des ongles, mais parce que je me maquille pas, je me suis jamais maquillée, et je pense que c'est uniquement pour la raison que c'est une contrainte quotidienne et que j'ai la flemme. alors que les ongles c'est un truc que tu fais une fois et qui reste 3 semaines et Oui, qui reste tout le temps, tu vois. Parce que là, t'as pas juste du vernis, pour préciser. T'as pas juste du vernis comme on peut acheter dans n'importe quel magasin. Là, tu vas chez quelqu'un. Enfin, t'as du gel, là. Oui. Donc, c'est des trucs qui tiennent longtemps. Ouais, que je peux pas enlever moi-même, et qu'il faut que... et depuis que j'ai un salaire, du coup, je fais ça. je me souviens que mon premier salaire, j'étais genre, waouh, je vais faire mes ongles. Alors que c'est pas du tout une passion que j'ai en dehors de mon métier. Enfin, par exemple, quand je suis en vacances, j'en ai pas. Enfin, du coup, c'est vraiment très lié à mon activité. Et du coup, cette première question, j'étais, mais en fait, si je viens avec du vernis, on va trop voir que je suis une femme. Et du coup, ils vont trop prendre ça au-dessus de moi et oublier que derrière, je suis là pour faire de la physique. Et en fait, quand j'ai commencé mon travail, donc j'avais toutes ces réflexions avec un autre diplôme et tout, et je m'étais dit, je reviens. Donc j'avais beaucoup plus réfléchi à cette question-là, et de manière peut-être plus inconsciente, c'était vraiment une façon d'assumer ma différence aussi.
Donc mes talons et mes ongles et la façon dont je m'habille, c'est aussi une façon de dire en fait non, je suis pas comme vous, ça n'a pas été le même chemin pour venir ici. En fait, il y a eu cette phrase que j'ai eue à la fin de mon stage où un mois après que je sois partie, donc j'étais plus stagiaire et j'étais plus du tout partie prenante du labo, il y a eu un shooting photo où en fait ils m'ont rappelé parce que sinon il y avait aucune fille sur les photos. Donc ils m'ont rappelé pour que je puisse être sur les photos. Et je savais très bien que c'était parce que je suis une fille et pas parce que j'ai fait un stage incroyable. Parce que de toute façon, c'était un stage de fin d'année, donc de fin d'études. Évidemment que tu déposes pas des brevets ni un prix Nobel à ce moment-là. Enfin, c'était clairement parce que j'étais une fille. Et c'était explicite, il n'y avait pas de... Enfin, il n'y avait pas de sous-entendu. Je savais que c'était pour ça. Et en fait, il y a un de mes anciens collègues qui m'a dit « Ah, mais tu sais qu'on t'a rappelé parce que t'es une femme ?» Et c'était juste... c'était pas une phrase qui se voulait méchante ou... Et j'étais genre, mais... Bah oui, je sais. Tu crois quoi? Genre, je le sais tous les jours que je suis une femme. Genre, enfin, à chaque fois que je suis dans une pièce, qu'on a une réunion et qu'il y a 15 hommes et moi, bah, je pense que je suis la seule femme. Genre, je le sais, quoi. Et en fait, depuis ce moment-là, je pense... Enfin, maintenant, j'ai réfléchi avec du recul. Hein, ça n'a pas été une révélation. Je me suis pas dit d'un coup, je vais porter des talons tous les jours quand il m'a dit ça, quoi. Non, mais il y a ce côté-là de... Mais en fait, vous pouvez pas me le rappeler que je suis une femme. Vous pouvez me faire des réflexions sur le fait que je suis une femme. Parce que j'ai vraiment l'air d'une femme. J'ai tous les attraits féminins conventionnels. Et je suis là et je fais le même métier que vous. Et j'ai réussi à y être, quoi. Ouais. Il y a un côté... mi-défense. Parce que du coup, on peut pas m'attaquer dessus. De la même façon que... J'ai eu une fois une remarque, peut-être que c'est un peu dangereux, tes talons sur l'échelle, hein. Mais je sais qu'on va jamais me dire, on va jamais oser me dire, t'as pas le droit. Parce que le sujet, il est trop sensible. On est trop peu de femmes pour qu'il y ait vraiment des déclarations de pas le droit de venir en talons au travail, parce qu'on va savoir que ça concerne que moi. Donc il y a ce truc-là de... on veut plus de femmes, on veut tous nous accueillir, mais il faut aussi accepter nos différences, quoi. Ouais. Là, tu parles de talons et d'ongles. T'as dit pourquoi tu voulais pas te maquiller, mais c'est quand même des traits de féminité assez stéréotypés. Et tu les as réfléchis comme ça, en fait, aussi, inconsciemment. Ou c'était une manière vraiment très frontale de dire regardez, je suis une femme et... Ouais. Oui, après, j'arrive à... Enfin, je trouve dans les talons des choses qui me plaisent. Hein. Je porte pas que des choses parce qu'elles sont conventionnellement féminines. J'ai réussi à garder mon style aussi. Je sais pas comment je décrirais ça, mais c'est un mix un peu années 60 à motif et à couleur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais aussi, c'est ça aussi qui est marrant, c'est que là, je travaille pas aujourd'hui. Je sais pas si je m'habillerais comme ça au travail non plus, dans le sens où... Si, quand même, là, je m'habillerais comme ça. Mais je serais moins originale. Enfin, le week-end, je porte pas de talons, très peu. Et je suis plus... originale, enfin, comme... Oui, puis il y a aussi l'aspect professionnel, en fait, qu'il faut avoir, mine de rien... En tout cas, perso, en étant à l'école, je me posais pas trop la question, à part de est-ce que ça va bien, est-ce que j'aime bien, et d'avoir cette expérience professionnelle, d'aller au travail, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres enjeux qui rentraient en compte. Il fallait que j'ai l'air sérieuse. Et tout à l'heure, tu parlais de crédibilité, et en fait, c'est complètement ça. Et c'est trop triste de se dire que t'es pas crédible quand tu mets 5 couleurs différentes dans la même tenue. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Et je pense que là, en plus, c'est... Enfin, maintenant, que je l'ai compris et que je l'assume encore plus, c'est finalement quelque chose de... Parce que tous les hommes physiciens s'habillent pareil. Il y a aussi un gros cliché... Désolée s'il y a des collègues de travail qui vont m'entendre, mais il y a quand même une globalité, ambiance... escalade, quechua, t-shirt bleu. Et il y avait un de mes collègues un jour qui avait dit qu'il essayait de ressembler à un physicien pour qu'on voit que ce soit un physicien le plus possible. Et en fait, j'avais trouvé ça fou parce que moi, ce sera jamais le cas. En fait, moi, même si je m'habille comme eux, et c'est aussi les questions que j'avais quand j'étais en stage, j'étais genre, est-ce qu'en fait, je vais me fondre dans le paysage et m'habiller pareil? J'aurais jamais l'air d'une physicienne.
à la limite, j'aurais l'air d'être une thésarde en histoire, tu vois. Mais j'aurais jamais l'air de... Personne va se dire dans la rue, ah, elle est ingénieure en physique quantique. Enfin, ou même juste ingénieure en physique. Physique quantique, c'est un peu trop, un peu trop demandé. Peu importe même l'effort que je mets, quoi. Enfin, je vais jamais ressembler à une femme qui fait de la physique. Donc, il y a cet aspect-là où je me dis, autant aller totalement en sens inverse. Et marquer encore plus cette différence. Et là-dessus, j'ai plus de chance, je trouve, que mes collègues masculins, ou même dans des moments où on va y avoir des visiteurs ou des gens importants qui viennent. Souvent, en plus, je suis au laboratoire, du coup, ils viennent souvent les visiter le laboratoire, donc c'est souvent moi qui suis devant, quoi. En fait, moi, j'ai plus le droit de m'habiller comme je veux. Parce que de toute façon, le simple fait que je sois là et que je sois une femme, c'est déjà quelque chose de surprenant et de différent. Et du coup, moi, j'ai plus le droit que je pense de m'habiller de manière plus originale, quoi. Ouais, et puis aussi, tu dis, on peut pas savoir dans la rue si je suis ingénieure en physique quantique, mais en fait, il n'y a pas assez d'ingénieurs en physique femmes et de représentation de ces ingénieurs-là pour qu'on puisse établir une silhouette type ou un... Exactement, c'est pas possible parce qu'en fait, on n'est pas encore assez en nombre, quoi. Ouais, il y a un grand... Là, il y a pas longtemps, il y a un autre collègue qui m'a dit qui considérait... qui voudrait qu'on considère les physiciennes comme des physiciens. Ce que je comprends dans le cadre professionnel, mais ce qui n'est pas possible, en fait. C'est un peu le même truc que je vois pas les couleurs, tu vois. Enfin, je te dis, en fait, c'est pas possible. Rien que par le fait que, déjà, physiquement, on ressemble pas à la même chose. Physiquement, toi, tu vas toujours ressembler à un ingénieur si tu le veux, pas moi, genre. Et même le parcours pour arriver jusqu'à là, il est fondamentalement différent, quoi. Enfin, moi, les épreuves que j'ai eu à passer, les questionnements, les remises en question, est-ce que j'en suis capable, est-ce que vraiment je veux faire ça, enfin... n'ont rien à voir. Et même, ça c'est juste personnel, mais au-delà de ça, il y a aussi des insultes, des violences. Il y a beaucoup de choses en plus quand t'es une femme qui arrive dans ton cursus d'école, qui sont toujours très présentes. Je vous invite à regarder les chiffres, je les dirai pas sur les violences sexistes et sexuelles en école d'ingénieur, mais c'est affolant, quoi. Enfin, c'est terrible. Et du coup, il y a ce truc-là, quoi, en fait, non, on ne peut pas vraiment considérer les physiciennes comme des physiciens. Alors heureusement que si, au quotidien, oui. Et je le vois bien, et c'est très agréable dans mon travail. Mis à part le fait que, voilà, en réunion, je suis la seule femme, on me prend en compte comme les autres physiciens. Donc heureusement. Mais dans le fait, ouais, je continue à m'habiller de manière très différente. Pour montrer que, en fait, non, on n'est pas pareil. On n'est pas passé par les mêmes choses. C'est pas les mêmes difficultés pour être là aujourd'hui. Ouais. Et la blouse que tu portes quand tu mets une blouse, c'est une blouse qui est taillée pour homme ou... Enfin, non, du coup, à l'inverse. Est-ce que c'est une blouse qui est taillée pour femme ou est-ce que c'est une blouse pour tous, entre guillemets? Ouais, c'est une blouse pour tous. Donc moi, je suis pas très grande. Elle est très grande. Et encore, la mienne, j'ai mis mon nom dessus. Comme ça, j'ai la mienne. Ouais, non, c'est des vêtements qui sont... surtout que nous, c'est des trucs qui se jettent et qui se réutilisent pas. Pareil pour les gants. Je suis une des seules à utiliser la boîte de gants S. Et les chaussures de sécurité aussi, on a acheté à ma taille. Parce qu'on est deux. Parce que je suis arrivée, il y avait une autre fille qui est aussi petite. Mais sinon, oui, c'est pas du tout faut aller les chercher, quoi. Les trucs à sa taille. Même les blouses réutilisables, elles sont toutes trop grandes. Après, bon, c'est pas des vêtements que tu portes très longtemps. C'est le temps que tu manipules, mais c'est pas des choses très, très agréables à porter. Oui, puis j'imagine que c'est pas non plus la priorité pour les gants, si, et les chaussures, mais c'est pas la priorité de faire la demande auprès de l'entreprise d'avoir une blouse plus adaptée à ton corps. Non, ça l'est pas. Surtout qu'on la garde que dans devant nos hôtes. C'est pas contraignant d'avoir une blouse trop grande. Ouais. ni dangereux, ça va. Mes gants ne sont juste pas adaptés à mes ongles, quoi. Parce que du coup, je porte du S, mais mes ongles qui traversent. Ouais, c'est pas toujours pratique. Il y a eu plusieurs fois où on se déchire, du coup, parce qu'ils sont à la taille de ma main maintenant, parce qu'on a des S, mais pas à la taille de mes doigts. Mais c'est autre chose, mais ouais, il y a eu des petits épisodes assez marrants à l'époque où j'avais pas du gel, mais du vernis classique, au tout début, genre... où on fait des étapes dans l'acétone et tout, et mon vernis fondait à travers mes gants dans l'acétone. J'avais un collègue qui avait paniqué, j'avais du vernis rouge, et du coup l'intérieur de mes gants était recouvert de rouge, il avait cru que j'avais perdu la peau de mes mains, ouais.
Et en fait, non, c'est pas non. C'est du vernis à ongles, en fait. Comment l'acétone, il traverse les gants? Ouais, mais ça, c'était quelque chose encore... Parce qu'on n'est pas un labo industriel, on est un labo de recherche, donc tout est un peu fait... moins maintenant, ça fait longtemps, mais au tout début, quand je suis arrivée, c'était un peu fait à l'arrache. C'était des gants qu'on utilise en général pour le ménage et tout, c'est des gants en vinyle qui sont complètement perméables à l'acétone, qui fondent, même dans l'acétone. L'acétone, ça fait fondre le plastique. La plupart des gants fondent dans l'acétone. Okay. Il y a une question que je pose dans les épisodes, mais je ne sais pas si ça correspond à ton métier, mais est-ce que tu as un outil préféré? Ouais, carrément. Moi, c'est les pinces. En fait, pour prendre les puces, on les prend pas à la main, on a des outils, ça ressemble à des pinces à épiler, mais qui sont courbées, où il y a différents types, en fonction de à quel moment tu veux les manipuler. Et même, j'ai commencé mon travail en réparant, entre guillemets, une machine qui s'appelle une wire bondeuse, qui permet de faire des mini-connexions. Donc, c'est des mini-fils de 25 micromètres de diamètre que tu vas bonder, donc tu soudes d'un connecteur à l'autre, quoi. Et du coup, là, c'est marrant parce que moi, je fais un peu de couture, mais t'as le fil en aluminium de 25 micromètres et t'as une aiguille, c'est littéralement ça. Et après, t'as une aiguille qui vient plaquer le fil pour faire des petits connecteurs. Et du coup, t'as cette étape-là qui est très précise où t'as tes gants et t'as ta pince et tu dois mettre le fil dans l'aiguille. Et j'adore cette pince. Je sais pas pourquoi. Mais j'adore cette pince parce que je la trouve hyper... aussi parce qu'il faut une certaine dextérité, en fait. Et donc, le moment où tu sais vraiment la manipuler, où t'arrêtes de faire tomber les échantillons, et tu peux vraiment prendre ce fil et le mettre direct dans l'aiguille, alors que t'as un microscope et que c'est tout petit, mais c'est ta main qui, elle, est énorme. Et avec ton mouvement qui vient placer ce fil avec cette pince. Et un peu dans le même sujet, qu'est-ce que tu préfères dans ton travail? Après, je pense que c'est commun à beaucoup d'ingénieurs, c'est vraiment la résolution de problèmes. Donc, c'est des problèmes qui peuvent prendre des mois comme des jours. En fait, quotidiennement, il y a des petites épreuves, des choses qui devaient marcher et qui ne marchent pas. Et c'est le moment où tu trouves ce qu'elle n'est pas, où tu trouves la solution pour consommer ton problème. Du coup, là, je pense cette satisfaction qui est du coup plus quotidienne. Alors évidemment, elle est encore plus quand c'est des projets qui ont pris 3 mois et que tu mets en place un objet qui marche. Mais c'est plus d'aller dans le temps. Je pense là, c'est surtout quand je suis sur l'ordi et que je fais du code où y a un truc qui marche pas et il faut que ça marche. Et au moment où ça marche, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est trop bien. Et là, ça tourne et t'as trouvé ce que tu voulais, t'as trouvé les chiffres et c'est trop cool. Et t'es toi aussi la co-autrice d'un podcast qui interroge aussi des femmes qui font un métier masculin, en tout cas qui sont dans un secteur masculin qui est l'agriculture. Tu veux en parler? Ouais, c'est vrai que c'est d'autant plus étonnant que ça n'a rien à voir avec mon métier. Mais finalement, il est aussi lié. C'est juste que je me suis rendu compte à la fin de mes études que j'avais fait énormément d'études en sciences. Donc je connais beaucoup de choses. Là, je peux expliquer ce que c'est la physique quantique. Ça c'est... Non, je peux expliquer ce que c'est un ordinateur quantique. Mais il y a plein de choses de base que je ne sais pas, notamment d'où vient ce qu'on mange, quoi. Des choses vraiment basiques que je me suis rendu compte d'avoir jamais appris. Et aussi, à la fin de mes études, il y a tout ce questionnement de quel métier je peux faire, en fait, et encore plus en tant que femme. Et donc, avec une amie qui elle est ingénieure agronome, on est parti à la rencontre d'agricultrices, de paysannes plutôt, on préfère les appeler comme ça, et elle aussi. Donc pour qu'elles nous parlent de leur métier, mais surtout des enjeux aujourd'hui, de nourrir le monde littéralement, ou vêtir le monde aussi. On a aussi rencontré une éleveuse d'alpaga. Et de tous ces questionnements par rapport à leurs conditions de femmes, c'est sûr, mais le sujet est aussi par rapport à la vie actuelle qu'on mène en fait, et notre système, comment il est en France. À quel point on est dissocié en fait, de toutes ces questions fondamentales de comment on se nourrit, d'où ça vient. On a tenu à aller voir que des femmes. Moi, c'était pour cet aspect de projection qui m'a tellement manqué en physique, de ne pas avoir de femmes qui faisaient ce métier. De là, rencontrer des femmes qui le font, quoi. Et donc, de pouvoir vraiment parler avec quelqu'un en ayant plus d'empathie. Et d'avoir un discours de femme qui est aussi, du coup, différent du discours d'homme. Et un discours entre femmes qui est encore différent. Clairement, qui est beaucoup plus empathique, c'est clair. Toutes ces questions-là aussi qu'on a posées, notamment par rapport aux vêtements des agricultrices, où on n'a pas les mêmes réponses. Si on avait été des hommes ou si ça avait été des hommes en face, ça n'aurait pas été pareil. Ouais. Et c'était des femmes à chaque fois qui étaient propriétaires de leur propre ferme? Non, justement, on a voulu
faire le plus de modèles différents. Donc on avait des propriétaires, on avait des femmes qui louaient aussi le terrain, on avait des collectifs féminins, on a eu des sœurs, on a eu une mère et une fille, on a eu des amis, on a eu une femme seule. On a eu beaucoup des femmes qui avaient des enfants, d'autres non, des femmes qui avaient des compagnons. Voilà. Le but, c'était d'aller avoir le plus de vie possible, de tout âge, de tout modèle, tout type d'agriculture et d'élevage. Ouais. Et du coup, la question du vêtement, elle est revenue avec elle aussi? Ouais, pas mal, ouais. Surtout la question de l'effort aussi. Enfin, le vêtement, ça c'est clair qu'il est pas adapté. Hein, tout le monde. Enfin, même moi, quand j'ai dû acheter mon pantalon de travail avant de partir en voyage. C'était pas facile. Il y a des tailles qui sont petites, parce que je pense qu'il y a des hommes qui sont petits, mais pareil, c'est pas du tout taillé pour une femme, quoi. Enfin, j'avais les fesses qui tenaient pas, quoi. Enfin, c'était un peu terrible, quoi. Donc ouais, la question du vêtement, elle est très présente. Mais il y a aussi la question de l'effort physique, qui est pas du tout pareil, quoi. On se rend compte que tous les sacs d'engrais, ils font 50 kilos. Il y a toute cette question de... en fait, comment les hommes font leur métier d'agriculteur, c'est très brutal, en fait. Enfin, c'est réfléchi sur le court terme. Et donc, il y a toute une question de prendre soin des vêtements comme de son corps, qui est totalement différente et qui n'est pas pensée par des femmes ni pour des femmes, quoi. Récemment, là, un épisode d'un podcast à soi qui est sorti sur les agricultrices. Et c'est exactement de ce dont elle parle, en fait, aussi de la manière dont les hommes agriculteurs sont bourrins, alors qu'il y a plein de manières qui existent pour faire différemment, quoi, d'utiliser des outils. Et ça, c'est des choses qui reviennent aussi beaucoup dans les témoignages que j'ai recueillis, de personnes qui racontent qu'elles utilisent leur cerveau avant d'utiliser leur force physique parce qu'elles savent qu'elles ont moins de force physique. Et qu'en fait, le moyen de détourner ça, c'est de réfléchir et d'utiliser un outil qui va permettre d'avoir plus de puissance dans ton geste ou de tirer des choses plus facilement. Oui, même dans nos grosses machines, il y a beaucoup de choses qui sont très lourdes. Moi, j'ai pris le parti j'estime que j'ai montré que j'étais suffisamment légitime dans mon travail pour pouvoir laisser ce travail à mes collègues masculins. Donc, quand il y a des trucs trop lourds dans la salle des pompes ou des choses comme ça, c'est même plus un problème pour moi de demander à un de mes collègues de le faire, en fait. Et je me sens plus illégitime de pas pouvoir le faire. Aussi parce que, de base, mon métier est très intellectuel. Donc, je sais que ma légitimité, elle se trouve pas ici. Mais c'est une chance de justement pouvoir déléguer complètement, parce que en fait, si toi t'es prêt à te péter le dos, fais-le. Mais moi non. Moi non, je le ferai pas, quoi. Donc ouais. Si tu pouvais changer quelque chose dans ton travail, ce serait quoi? Avoir plus de collègues femmes. Si je pouvais changer quelque chose dans mon travail, ce serait quoi? Il y a pas de lumière là où je travaille. Il y a pas de fenêtre dans mon labo de physique. Okay. Donc ça, c'est un truc qui est marrant que je me rendais pas compte avant d'avoir fait mon voyage où là on a travaillé avec directrice et du travail dehors tout le temps, quoi. Et c'est en revenant, alors que ça faisait déjà 1 an que je travaillais, que j'ai réalisé que il n'y avait pas de fenêtre. Je me dis, mais comment je fais pour... Et même quand il y a des fenêtres, dans l'open space, là où je suis avec mon ordi, il y a des fenêtres, mais t'es quand même à l'intérieur et t'es bloqué dans un endroit où il n'y a pas d'air. Et le labo, il est complètement fermé pour le coup. Enfin, il y a un gros système d'aération, mais c'est logique, on essaie d'avoir une atmosphère qui est plutôt propre. Donc là, c'est très fermé. Ouais, j'ai eu beaucoup plus le sentiment d'étouffer en revenant. J'étais genre, waouh, comment j'ai fait? Ouais, ça c'était plutôt quelque chose d'un point de vue pratico-pratique. Qu'est-ce que t'aurais aimé savoir sur ton métier quand t'étais à l'école? Un truc que t'apprends maintenant, que tu fais ce travail-là et que t'as de l'expérience? Le premier truc qui est très lié à la physique, c'est j'aurais bien aimé savoir qu'en fait, on comprend rien à ce qu'on fait. Et que c'est pas parce que c'est ton métier, c'est pas parce que je suis ingénieur quantique que j'ai compris ce que c'était, ce qu'on faisait. Non, on cherche. La machine, elle marche pas. Elle est pas prête de marcher un certain nombre d'années. Elle va potentiellement marcher, on espère. C'est pour ça qu'on est là. Mais il y a énormément de choses à découvrir et à comprendre qu'on ne comprend pas, quoi. Et ça, quand on est en études, par rapport à beaucoup d'autres domaines où
où c'est plus intuitif, il y a plus de choses que ça marche pas quoi. Ouais, il y a une finalité aussi. Il y a une finalité, ouais. À la fin de ton cours, t'es censé avoir compris quoi. Du coup, ça t'empêche de te projeter dans un métier où en fait tu comprends rien quand t'es à l'école quoi. Et surtout tu vois l'étendue de ce que tu ne comprends pas, c'est tout ça en fait. Mais en fait, ça ne change pas. Ça ne change pas. Je pense que même les physiciens et physiciennes qui ont 30 ans de physique derrière eux, c'est le concept. On comprend toujours rien. Ça, c'est un truc que je pense que j'aurais bien aimé savoir, ça aurait été plus facile. On se remettrait moins en question personnellement si on sait que tout le monde ne comprend rien, quoi. Un autre aspect aussi que j'aimerais bien qu'il change, ça répond aussi à la question d'avant. C'est le questionnement, là où je pense que ça manque beaucoup. Alors qu'en plus, on est formé pour réfléchir, on est quand même formé pour avoir des raisonnements, avoir une honnêteté scientifique. C'est le fait de ne pas se poser la question, même dans le milieu de la recherche en général, de l'application, de à quoi ça sert aujourd'hui. Et ça qui est un peu... Mais après, c'est sur toutes ces questions politiques, en fait. C'est surtout de séparer la science de la politique, qui, pour moi, n'a pas de sens, en fait, parce qu'on construit le monde de demain. Donc, c'est ça, même sur la question féministe, en fait, je l'ai dit, on n'est pas beaucoup de femmes, mais c'est un sujet dont on ne parle pas parce que c'est tabou. Et dont on a du mal à se positionner parce que c'est tout de suite politique. Enfin, la question, elle est féministe. Personne ose répondre à la question pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes et on sait que c'est pas notre faute à l'échelle de l'entreprise. Ça vient, on l'a parlé de très jeune. Enfin, c'est l'échelle du système, quoi, que le problème est là. Donc on n'en parle pas. On se positionne pas dessus, et c'est pareil sur le but même de pourquoi on fait nos recherches, quoi. Pour l'instant, on est tellement nombreux, et c'est la majorité à faire de la recherche parce qu'on aime la physique. Moi, j'aime ça. Ce que j'ai dit, trouver des solutions à l'échelle du quotidien. Je sais pas, la beauté de quand tu vois des choses et quand tu comprends des choses. C'est incroyable. Et même l'esthétisme, moi j'adore mon labo. Enfin, esthétiquement parlant, il est incroyable. Il y a des moments où j'ai une jupe argentée là, et que je mets parfois, et j'ai l'impression d'être Barbarella. Je sais pas si tu connais Barbarella. C'est une série des années 70, ou même plus vieille que ça, où c'est une femme qui est évidemment très sexualisée, mais qui va voir des planètes inconnues et qui est dans une navette spatiale. Et sa façon de s'habiller est incroyable. C'est trop stylé, c'est trop mon modèle, Barbarella. Mais je me m'irais pas comme ça là-haut parce qu'elle est à moitié à poil tout le temps. Mais du coup, d'un point de vue purement esthétique, je trouve ça incroyable ce qu'on fait. Même le progrès est incroyable, quoi, de découvrir des choses, pouvoir aller toujours plus vite, regarder toujours plus petit, pouvoir faire marcher des choses qui sont toujours plus incroyables. Mais pourquoi on fait ça, en fait ? Est-ce qu'on le fait juste parce qu'on peut ? Je pense qu'il faut aller plus loin que ça dans le raisonnement, et ça devient nécessaire, et au-delà de nécessaire, ça devient vital, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait changer. Surtout nous, quoi, en fait. Enfin, si nous, ingénieurs, on réfléchit pas à ça, qui va le faire ? Qui va le faire ? Donc, ouais. Faut espérer que les mentalités vont changer avec la nouvelle génération, enfin toute cette nouvelle génération d'ingénieurs qui se posent les mêmes questions que toi. Enfin, t'es pas seule à te poser ce genre de questions et à avoir ce... Alors, certes, vous êtes pas assez, mais t'es pas la seule. Ouais, c'est clair, je me rends compte que je suis pas la seule, mais de ma génération, il y a aussi cette difficulté c'est difficile de remettre en cause un système qui marche depuis plusieurs générations. Et je précise depuis plusieurs générations et pas depuis la nuit des temps, parce que c'est très récent en fait, cette fuite en avant du progrès vers on ne sait où, juste pour peut-être trouver des alternatives à nos problèmes d'aujourd'hui. Enfin, un truc qui m'a marqué dernièrement, c'est du coup un collègue qui expliquait que on se posait la question, ça arrive parfois quand même, hein. Et très rarement, je pense que ça arrive 3 fois depuis que je fais mon travail, qu'on se pose la question de l'éthique de l'ordinateur quantique et de fondamentalement, est-ce que ça va faire du bien à notre système, quoi. Et donc il y a eu des études de McKinsey qui montraient que l'ordinateur quantique allait trouver des solutions au changement climatique. Mais en fait, et on en parle peu. Et donc moi, je pensais que j'étais une des seules, mais t'as raison, on est effectivement nombreux et nombreuses. Mais on ne parle pas. Et en fait, on est tous très lucides sur le fait que trouver des alternatives, c'est pas trouver des solutions. Un des exemples marquants, c'est que, par exemple, l'ordinateur quantique permettrait de faire produire du béton décarboné. Aujourd'hui, la façon dont on fait du béton, c'est quelque chose qui est très polluant, etc. Et on pourrait synthétiser de nouvelles façons de produire du béton qui seraient beaucoup plus vertes.
Mais la solution, c'est pas de proposer une alternative. En fait, la solution, c'est d'arrêter de produire tant et de consommer tant de béton. En fait, c'est là que ça devient compliqué. C'est que c'est pas juste qu'on trouve des alternatives. C'est que je me dis, moi, parfois, je regarde, on est 90 bientôt. On est 90 personnes qui sont brillantes et qui pourraient mettre de l'énergie dans autre chose. Et pas que ce qu'on fait, c'est fondamentalement mal, mais en fait, si c'est pas fondamentalement bien, ben ça l'est mal, en fait. Au lieu de trouver des alternatives, au lieu de dire vous êtes addict au béton, on va trouver un truc qui est un peu mieux, on pourrait passer notre énergie et notre temps et nos cellules grises à dire il faudrait trouver des moyens pour qu'on utilise moins, quoi. Et en fait, le fait qu'il y ait personne qui se pose cette question, c'est problématique. Donc en fait, notre activité même, elle est problématique. Je l'ai dit. Pour finir sur une note je l'ai dit, merde. je veux dire plus positive, mais pas forcément. Ouais, Mais est-ce que tu aurais un conseil à donner tu vas me faire écouter, à une femme ou à des femmes qui ok. voudraient devenir ingénieur quantique? Ouais, c'est très cliché, il faut croire en soi, mais c'est vrai, et surtout, je pense Enfin, c'est ce que j'ai dit au début, c'est en fait, on a le droit d'être médiocre dans nos métiers. On a complètement le droit. Il y a plein d'hommes qui le sont. Et c'est OK. Ils font quand même le même métier. Ils ont quand même le même waouh. Et on l'a encore plus quand on est des femmes. Quand tu vis ton métier, alors ça peut être négatif et positif. Moi, je sais que maintenant, j'aime bien, mais il y a eu des périodes où je détestais dire le métier que je faisais. Parce que c'était soit on me croyait pas. Donc en l'occurrence, j'arrive mon dentiste à avoir une interaction avec mon dentiste qui me demande ce que je fais et qui me dit non mais en vrai tu fais quoi? Et je suis genre mais c'est pas une blague. C'est très bizarre de me demander en vrai je fais quoi. Enfin qui dirait ça en blague en plus? C'est pas drôle de dire que je suis ingénieur en physique. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois quoi, des soirées et tout qu'on me dise ah et en vrai tu fais quoi? Et c'est genre c'est pas drôle. Je fais vraiment ça du coup. Ce doute en fait il est assez terrible parce que il te remet en doute toi-même dans tes positions quoi. Il y a cette réaction-là où il y a l'autre qui est le « Oh, waouh !» mais qui est aussi très déplacé, en fait. Moi, il y a un moment où ça me déplaisait beaucoup parce que j'avais envie que ce soit normal que je fasse mon métier. Que non, c'est pas... Oui, j'ai pas une tête d'ingénieur en physique quantique, mais j'aurais jamais une tête d'ingénieur en physique quantique. Est-ce que vous pouvez juste dire « Ah, ok !» et pas genre « Waouh ! Mais c'est fou ! T'es ingénieur quantique ? Oh, c'est dingue !» Et ouais, non. Et ça je trouve que c'est le plus difficile auquel il faut se confronter, mais il faut pas... faut normaliser la chose. J'espère qu'en parlant, je suis quelqu'un de normal, je suis pas un génie en physique et en maths. J'ai eu la chance de tomber là-dessus par hasard en cours. Et aussi, c'est fait d'opportunités, quoi. C'est vrai qu'il y a aussi ça. J'ai beaucoup de collègues qui peuvent raconter qu'ils savent depuis qu'ils sont en 3e qu'ils vont être physiciens. Et je pense que c'est le cas de très très peu de femmes. Et que nous, on arrive dans le domaine par hasard ou par opportunité. Et je souhaite que ça soit possible. J'aimerais vivre dans un monde où il y a des filles qui sont en 3e et qui se disent plus tard je serai physicienne. J'espère. Voilà. S'il y a des filles en 3e qui m'écoutent, est-ce que vous pouvez vous dire que vous allez devenir physicienne et que ce soit une certitude quoi. Ça serait génial. Et aujourd'hui les choses elles sont pas comme ça et c'est totalement ok d'arriver dans un domaine sans être passionné nuit et jour. Il y a aussi ça quoi. Il y a ce côté au début je culpabilisais presque que ça soit pas mon sujet de conversation, le premier, que je fasse pas partie de club de sciences à côté. Non, je fais du tricot aussi à côté et pourtant je suis physicienne et j'adore mon métier. Pas besoin d'être 100% dedans pour le faire et le faire bien. Et l'aimer. Merci. Merci aussi. C'est trop chouette. Leur Vestiaire est un podcast écrit et réalisé par Coraline Chancibeau, mixé et mis en musique par Étienne Lemierre et illustré par Julie Lagarde. Abonnez-vous ici comme sur Instagram pour ne rien manquer. Commentez, notez, partagez pour nous soutenir mais surtout pour faire bouger les choses. À bientôt!